Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia de la semaine du samedi 26 septembre 2020. Le numéro 39. Directement de Mont-Saint-Hilaire, chez Richard Glenn. Conception, animation et montage Richard Glenn. Nos invités, Jean Deflore, qui est de retour de Floride, via Skype, et Marc Laperle de Mont-Saint-Hilaire. Sur le thème Prudence. Il y a de plus une version pour les abonnés du Club créé du mois de septembre qui sera disponible mercredi suivant la diffusion de ce Vidéorandia du samedi soir. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant ou d'écouter la version MP3 audio par Jean-François Poulain, tous les deux dans le forum Orandia. À la régie, comme à l'habitude, notre chère Spirale. Geneviève. Bonne écoute. Parce que durant l'été, il avait eu une reprise, lui. Il en a parlé. Là, c'est une matière à interprétation, les petites bosses. Là, c'est une deuxième ou une troisième. Mais là, ça devrait être la officielle grosse deuxième. Mais ils vont s'apercevoir que, écoute, ils ont ouvert les bars ici une fin de semaine, puis la foire à poignée. Mais ils vont s'apercevoir que ils vont avoir moins d'hospitalisation, moins de décès, plus de malades symptomatiques ou asymptomatiques. Moi, je trouve qu'il y a, malgré la panique qu'il y a actuellement, surtout au Québec, là, on est en train de publier des affaires, là, mais on se répétera. Mais ce qui se passe, c'est que ils vont comptabiliser les incidents dans les bars, par exemple, avec les jeunes qui se collent ensemble, c'est normal. Écoute, ils peuvent pas rester décollés plus longtemps qu'il faut. En plus, on a une préparation qu'on n'avait pas lors de la première vague. Première vague, c'était la panique, ils ne savaient pas quoi faire. Là, ils sont un peu plus structurés et c'est comme l'inverse. Ça aurait dû être de même au début. Mais maintenant, la dangerosité de pandémique, si je peux m'exprimer comme ça, est moins grave que la première. Mm-hmm. Plus de cas, oui, mais... Les mutations, tu l'as bien dit hier, généralement, c'est ça les mutations de à peu près tous les virus. C'est la tendance, puis c'est encore ça qui se maintient. C'est pour ça qu'il y a anguille sous roche dans le cadre des mesures que prend le gouvernement. Parce que tu regardes, même à l'intérieur du Canada, puis ça, Richard, j'espère que tu nous écoutes pour nous poser les bonnes questions, là. À l'intérieur du Canada, les règles sont différentes d'une province à l'autre, et la Colombie-Britannique, c'était le laxisme quasi total, et c'est par pression qu'ils ont changé leurs règles, pas à cause que la situation se détériorait, c'est parce qu'ils faisaient mal paraître les autres provinces. Oui, mais il faut pas oublier, la Colombie-Britannique, là, t'as des avions chinois qui rentraient comme à l'habitude. Il y a beaucoup de trafic entre oui, mais alors, justement, ça aurait pu être pire, alors que ça n'a pas été pire, ça a été moins pire qu'ailleurs. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi au niveau des résultats, mais je suis pas là pour excuser les gestes qui se sont produits, mais d'après moi, on dirait que je pense plus sur l'ignorance, l'incompétence, la mauvaise préparation et un peu la panique que un complot. C'est là qu'on diffère. Oui, mais c'est pas grave, ça, là. On pourra en parler dans l'émission. C'est peut-être les deux cas en même temps. Parce que si tu fais un complot et tu connais la nature humaine, tu sais qu'ils vont réagir de même. Puis, tu comprends ce que je veux dire? Fait que je suis pas. La pensée machiavélique qui était la doctrine de Trudeau. C'était son auteur préféré. Ouais. Ben, regarde, je suis moins extrémiste, moins tranchant que tu peux l'être, mais sans nécessairement jeter au vidange ce que tu dis. Je regarde les deux côtés, puis j'essaye de supposer, et il y a du bon, puis il y a du mauvais à chaque bord. Puis... Tu m'as souvent entendu le dire dans des émissions. Je suis pas ici pour convaincre, je partage les informations que j'ai, et puis les gens font leur choix. Et puis souvent, Richard, il m'invite puis il me réinvite, puis souvent je lui dis non, dans un mois, dans 2 mois, dans un mois et demi, parce que premièrement, faut laisser la chance aux autres de dire ce qu'ils ont à dire, puis laisser du temps au temps.
As-tu compris ça, Richard? On ne veut pas, ni lui ni moi, être des influenceurs. On peut donner notre idée, faites ce que vous voulez avec, c'est de l'information, mais j'essaie pas, moi, puis je pense pas que Jean fasse le contraire. On n'essaye pas d'influencer le plus de gens possible à notre opinion à nous autres. Ben, tu préfères ça comme terme, moi. Bon. Tu sais que ton éclairage, là, c'est pas Noël, hein? Ça te prendrait un éclairage plus large, pas juste sur ta tête. Mais là, on va commencer, par exemple. Parce qu'on va pas... Geneviève trouve qu'on voit bien. Moi, là, je donne 1 heure. Oui, on commence. Moi, je donne 1 heure, puis après l'heure, je m'en vais. Si vous voulez continuer, vous continuez. Bien oui, nous avons nos invités, un de Floride et un de Montréal, non, de Mont-Saint-Hilaire cette semaine. Il s'agit de Jean-Marc. Jean de Floride, Jean de Flore, qui est en Floride, et Marc Laperle, qui est à Mont-Saint-Hilaire, tout près de chez moi d'ailleurs. Mais là, on garde nos distances. Hein. Alors, bienvenue, messieurs. Salut Richard, salut. Bonsoir. Ben oui, les deux dans le même écran cette fois-ci. Alors, on a fait une émission hier qui a mal tourné, et technologiquement parlant, il y a eu une panne d'électricité. C'est surprenant, en Floride, comme ça, hier soir, Jean. Et là, on a décidé de reprendre le tout de manière plus concise d'ailleurs. Et il y a une partie très longue au début de l'émission qu'on a enregistrée. Elle va être disponible dans le Club créé de Marc Laperle, qui nous a présenté toutes les méthodes de rester, comme on dit dans le thème de l'émission d'aujourd'hui, prudence. Les vidéos rendues numéro 39. Être prudent, ça veut dire prendre des précautions. On voit des palmiers derrière toi, alors on a vraiment la preuve que tu es rendu là en Floride et c'est ton automobile qu'on voit là. Puis, pour les sceptiques, voici ma voiture que j'ai reçue cette semaine. Ah oui, elle est arrivée. Je me posais la question l'autre fois après qu'on a fait l'émission. J'ai dit, est-ce qu'on ne pourrait pas envoyer nos autos à Plattsburgh, qui est juste de l'autre côté des frontières, et traverser la frontière, comme tu disais, en avion, Montréal-Plattsburgh, tout simplement. Et là, on embarque dans notre auto, puis on descend en Floride comme dans le bon vieux temps. La réponse est oui. Cependant, il y a des troubles sociaux aux États-Unis. Alors, si vous planifiez de faire ça, on sait qu'il y a des émeutes régulièrement. Là, ces jours-ci, ça fait partie du théâtre des élections américaines, là, bien qu'il y a des gens qui décèdent pour de vrai dans ces émeutes-là. Ouais. Alors, il faut être prudent et donc il faut savoir par où passer pour éviter les zones plus à risque, que je dirais. Donc, oui, c'est possible. C'est pas le choix qu'on a fait, nous, mais c'est tout à fait dans l'ordre des possibilités pour ceux qui choisiraient ce scénario-là. Mais encore une fois, soyez prudents si c'est ce que vous faites. Et puis, faites bien vos recherches parce que dans les États détenus, contrôlés par des démocrates, ça brasse et il y a souvent des actions violentes, incluant sur les autoroutes. Alors, on en entend très peu parler au Québec, mais il y a des gens qui ont été attaqués, qui ont reçu des balles au travers de leur pare-brise, dans leur voiture. Alors, il y a eu des gens qui sont morts. Soyez très, très prudents. C'est pas qu'il ne faut pas le faire. Je ne vous dis pas de ne pas tenter l'aventure, mais je vous dis prudence et la planification est requise si vous le faites cette année. C'est le mot d'ordre de l'émission, prudence. Mais comment peut-on être prudent si on est sur une autoroute, on descend à 95, puis on a une licence du Québec, une plaque numérologique qui est bien identifiable? Bien, c'est qu'il y a peut-être dans certains cas des tronçons d'autoroute qui sont préférables d'éviter, tout simplement. Est-ce que le CA, ceux qui sont abonnés à CA, ils peuvent être informés ou avertis? Est-ce que sur le cellulaire, on peut avoir des... Non, ça, il faut, un peu comme on parlait hier soir, puis la semaine dernière, c'est une question d'être informé, renseigné, et j'oserais dire d'être bien informé, parce que là, je vais rentrer un petit peu dans le vif du débat. Oui. Moi, vous connaissez ma position sur les médias conventionnels, bien que j'ai bien expliqué dans l'émission avec Jean-François qu'il faut être très prudent aussi avec les médias alternatifs. Ils sont pénétrés, ils sont infiltrés, ils sont subventionnés par des groupes d'intérêt, mais c'est clair, en tout cas à mon sens, je vais bientôt célébrer mes 53 ans, et puis me semble que ça fait pas mal longtemps là, qu'on se fait remplir par nos médias conventionnels. Moi personnellement, c'est fini les médias conventionnels, la télévision,
la radio et les journaux. Les derniers qui ont pris le bord, pour moi personnellement, c'est la radio. Quand j'ai vu comment les stations de radio de Québec et du Québec se mettaient à plat ventre devant le gouvernement durant la crise de la mascarade et personne n'osait poser de questions solides parce que quand on écoutait les conférences de presse, là, c'est des petites parties de plaisir, là, les petites questions que les journalistes envoient, là, c'est des petites faciles, là, c'est du softball, là, c'est pas du baseball. Là. Alors, encore une fois, c'est une question d'être bien informé, donc savoir ce qui se passe, où il y a de l'action pour éviter les points chauds sur la route, et puis ça peut être fait en sécurité. Alors toi, Jean, tu as quitté le Québec parce que tu t'es convaincu d'une chose, c'est qu'on n'a pas besoin d'être obligé de porter le masque. On devrait, comme en Suède ou ailleurs dans le monde maintenant, la liberté de choix. Et d'autre part, Marc Lapperre, lui, qui est au Québec et qui est resté au Québec et qui est ferme sur l'idée de prudence, ce qu'on appellerait de précaution, qu'on prenne le masque autant que possible. C'est un des meilleurs outils de protection contre un virus qui peut nous Ouais, juste avant que Marc prenne la parole, je veux juste dire une chose. On n'est pas dans un débat. Marc et moi, je pense qu'on est des bons amis, là. Et puis, on n'est pas dans un débat de qu'est-ce qui est mieux de faire ou de pas faire. On présente des points de vue, puis on présente différentes sources d'informations, et ça fait partie du concept d'être bien informé. Hein? On fait notre choix, et puis aussi de nos conditions personnelles. Si moi comme je l'expliquais dans l'émission d'hier, si j'ai 2 ou 3 conditions de santé, conditions préexistantes qu'on appelle quand on remplit des formulaires d'assurance, c'est sûr que c'est pas la même situation qu'une autre personne. Moi, j'en ai un problème de santé chronique, sauf que mon problème de santé chronique n'a rien à voir avec les risques liés à la COVID. Donc, ça ne me préoccupe pas de la même façon qu'une personne qui pourrait avoir des problèmes pulmonaires chroniques. Donc, je peux très bien comprendre que cette personne-là prenne des précautions plus grandes que celles que je vais prendre. Et puis après ça, il y a toute la question que tu as parlé de la prise de certains médicaments à des fins prophylactiques. Bon, au Québec, on ne prône pas ça. Aux États-Unis, c'est la liberté, en tout cas plus qu'au Canada. Est-ce que vous avez accès en pharmacie à la chloroquine ou à l'hydroxychloroquine? Alors, au Mexique, parce que ça faisait partie des options de ce que je regardais, au Mexique, tu peux aller à l'épicerie, à la pharmacie, et puis tu peux t'en procurer. Aux États-Unis, c'est sous prescription. Alors, et dépendamment des États, tu peux y avoir accès, et dépendamment des médecins et des pharmacies. C'est un petit peu compliqué, mais la réponse courte, c'est si vous faites le choix d'en prendre à des fins prophylactiques, si votre tonic water et votre zinc n'est pas suffisant pour vous, je parle du vrai, de l'original de tonic water, puis quand Marc parlera, j'irai chercher ma bouteille. Okay. Si c'est pas suffisant pour vous, bien, vous pouvez contacter certains médecins, dont il y a un réseau qui le fait en télémédecine. On sait qu'au Canada, il y a une compagnie qui s'appelle Maple, comme la feuille d'érable, là, qui fait de la télémédecine. Moi, je m'en suis servi pour d'autres choses. C'est efficace, c'est formidable, c'est un très bon service. Ça me fait plaisir de leur faire de la publicité. Médecins qui parlent français et anglais, dont au Québec. Et donc, vous donnez vos symptômes et ce médecin-là peut vous prescrire l'hydroxychloroquine, les antibiotiques, etc., les bonnes doses de zinc. Et aussi, ça peut être fait à des fins prophylactiques, mais encore là, à des fins prophylactiques, ça va être plus pour des gens qui sont avec des profils à risque. Donc, des personnes âgées avec des conditions préexistantes, etc. Les jeunes personnes en santé, on leur prescrira pas l'hydroxychloroquine. Okay. Donc, je m'excuse pour ce préambule un peu long, Marc, mais je voulais clarifier qu'on n'est pas en conflit là-dedans. Je pense qu'on présente des points de vue, puis vous prenez ce qui fait votre affaire, hein, au fond. Dans l'émission d'hier, Marc, tu as eu amplement de temps pour justement présenter un exposé judicieux sur les précautions d'usage à prendre, dont on a entendu parler depuis 6 mois, mais en donnant certains aspects supplémentaires un peu. J'ai trouvé ça intéressant en disant c'est une question de respect de l'autre et de souveraineté de soi. Reviens donc là-dessus pour expliciter un peu. Je vais revenir là-dessus, et si tu me permets, juste en complétant ce que Jean vient de donner, parce que le Québec est un peu différent. D'abord, on est des Latins, on n'a pas de problème avec les Anglo-Saxons pour respecter
les normes proposées ou imposées. Mais nous autres, les Latins, on aime ça, on est un peu plus révolutionnaire, on est un peu plus laxiste, et on adore aller un petit peu à contre-courant tout le temps. Alors au Québec, la raison pour laquelle moi j'insiste, c'est que puis Jean a passé, n'a pas mentionné le fait que quand on commence à être âgé à partir de 50, 55, 60 ans, notre thymus est tout petit, puis notre système immunitaire a beaucoup moins de réflexes que les jeunes. Le thymus, ça veut dire... Le thymus, c'est une glande qui sert au système immunitaire. Oui, c'est ça. C'est une glande qui est responsable de la génération des lymphocytes à mémoire, pour ceux qui aiment la technique, là. Et il est très gros chez les jeunes enfants. Oui. Et chez les gens de mon âge, évidemment, il est rendu tout petit, mais je vais appeler ça le réflexe, le temps que le système immunitaire reconnaisse un virus et envoie la commande pour faire des anticorps, c'est beaucoup plus lent. Alors, c'est pourquoi, moi, je préconise de ne pas prendre de chance et de le porter le fichu de masque. En passant, si vous voulez des détails, j'ai donné un texte à Gilles Surprenant pour éviter de s'étirer dans le côté technique et etc., etc. Donc, allez voir chez Gilles le supplément Surprenant et vous allez pouvoir prendre votre temps puis lire. C'est un peu ce que j'ai donné. Le deuxième point, c'est pas seulement l'âge au Québec. Je pense que c'est sagement prudent de recommander aux gens qui ont en haut de 50 ans de porter le masque dans les endroits où il faut. Mais il y a aussi, je m'excuse, mais il y a ce mouvement-là des anti-masques qui, eux autres, leur liberté englobe la terre entière et se fout de la liberté des autres. Alors moi, je veux pas porter de masque. Le problème, c'est que dans ces gens-là, il y en a qui vont être porteurs sans symptômes et qui vont infecter des gens, dont des gens qui, eux, n'ont pas un bon système immunitaire, puis eux vont tomber malades. Donc, c'est une question. Si eux qui vont dans ces manifestations-là portent le masque, parce que les manifestations qui ont eu lieu à Montréal et à Québec en général, c'est pas ne pas porter de masque, c'est soyons libres de décider. Alors, il peut y avoir des gens qui portent le masque. Mais tu regarderas les vidéos, là c'est pas une question d'être acheté ou pas. Il n'y a pas personne qui porte un masque dans ces manifestations-là, anti-masque, qui dit, je veux être liberté, c'est mon droit, je porte pas de masque. Ouais. Je m'en fous des autres, je m'en fous de risquer de les rendre malades. En tout cas, eux autres, ils s'en foutent de tomber malade ou pas, mais ils pensent que leur liberté, ils vont la perdre parce qu'ils portent un masque. Je leur signale, puis ils le savent en passant, que vous êtes obligé de porter une ceinture de sécurité, vous êtes obligé d'arrêter un stop. À une lumière rouge, il y a plein d'obligations qui limitent vos libertés, et souvent, ces lois-là, ces nouveaux règlements-là, sont tout le temps à cause d'une infime partie de gens qui, eux autres, se foutent de tout, et à cause d'eux autres, notre liberté se trouve à être morcelée de plus en plus avec toutes sortes de lois pour contrôler ces gens-là, alors que la majorité, ils n'ont pas de problème, eux autres. Ouais. Tu me suis? Et là, la question que tu m'as posée, parce qu'on s'en va plus dans l'essentiel de la chose, c'est de penser qu'on n'est pas tout seul. J'avais donné l'exemple hier imaginez un bateau où il y a 6 cabines, puis il y a 6 passagers. Puis à un moment donné, l'eau commence à rentrer ses planchers, ça demande. Fait que là, tout le monde cogne à la porte. Hey, l'eau rentre dans le bateau, puis à un moment donné, je le sais, c'est moi qui est en train de faire un trou dans ma cabine. Qu'est-ce que tu fais là, maudit fou? Tu fais un trou dans la cabine? Oui, parce que c'est ma cabine et je fais ce que je veux, j'ai décidé de faire un trou. Et tout le monde va caler à cause de ça, tout le monde va se noyer, le bateau va couler. C'est un exemple qu'on peut peut-être discuter, mais dans notre cas, t'en parleras. Mais à un moment donné, il y a une limite à réclamer ce droit à une liberté qui permet toutes les choses farfelues qui te passent par la tête et qui mettent en danger ou qui peuvent nuire aux gens qui sont alentour de toi. Et la question que tu m'as posée, puis Jean, je vais essayer de faire ça vite, puis te relancer la balle, mais on a... Oui, tu parlais de souveraineté. Je vais laisser parler Jean, là, pas qu'il perde son idée lui non plus. Il est revenu avec son eau... Moi, ça va être bref. Bon, ça, c'est le petit tonic water. Imaginez-vous donc avec... Qu'est-ce qu'il y a dedans? La codéine. De la quinine. C'est de la quinine, celle-là?
Eh oui, c'est l'original. T'as raison, excuse-moi, Jean. Ça, c'est le vrai. Schweppes s'en fait encore, hein? Ça, c'est la vraie affaire. OK, c'est pas le Canada Dry, là. Pardon? C'est pas la même chose que le Canada Dry. Non, c'est Schweppes. C'est la même chose que Schweppes. On parle de produits, là. On parle de la vraie affaire, là. Wow. Excuse-moi, là, mais Schweppes, parce que Jocelyne, ma compagne, elle, c'est une fervente du tonic water depuis que ça existe, pour avoir de la quinine, par exemple. Et sur le Schweppes tonic water, tu as le pourcentage de quinine pour... Alors, ça existe encore, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est ça, ça existe encore. Et puis du zinc. Du zinc de bonne qualité, ça existe. Évidemment, de bonne qualité, j'insiste. Achetez pas de la pierre. Hein? Bon, ben pendant qu'on est en train de faire des démonstrations de produits, là, je relance mon produit ici, qui se trouve être du Jägermeister, et qui était en Allemagne un produit médical avec 56 plantes, racines, etc., avec de l'alcool pour le conserver. Et encore aujourd'hui, Geneviève, c'est la première fois que je l'ai vu en prendre un petit schnapp. Gargariser, c'est ça, elle l'a même pas avalé. Se gargariser avec un petit coup, ça t'enlève le papier sablé dans la gorge quand tu sens que ça commence. Et ça a réglé le coup d'un coup. Et puis, de l'iode. De l'iode pour les glandes, comme Marc parlait. Ça vous tient les glandes en forme. Puis, on comprend que tout le système adrénal part des glandes. Et puis, tous les problèmes, après ça, qui découlent du système adrénal, entre autres les problèmes de poids et d'autres types de problèmes, sommeil, cardiaque, etc. Puis, en tout cas, à bon entendeur, faites vos recherches. Faites vos recherches. Et puis, là, ce que je veux revenir, c'est sur ce que Marc disait, brièvement, pour que ça soit un dialogue. Alors, c'est là où, probablement, Marc et moi, on diffère, comme dans toute société, c'est où on tire la ligne. Je vais vous donner le bel exemple. On arrive ici en Floride, et puis ma compagne me dit « Ah, c'est donc drôle de voir des gens qui font de la motocyclette, pas de casque. » Et moi, de lui expliquer que ce sont des assureurs privés. Donc, la société, dans son ensemble, n'assurant pas le risque des individus, ce sont d'autres organisations privées qui font le choix d'assurer ou non les gens qui ne portent pas de masque, de casque. Ouais. Alors, évidemment, si vous me demandez si moi je fais du vélo avec un casque ou non, oui, je fais mon vélo avec un casque, mais il n'y a pas de personne qui m'oblige à mettre mon casque. Bon, alors, donc, on voit qu'il y a des philosophies de société dans ça. Et ça, c'est là que c'est important de mettre ça en relief. Et nos choix, quand on se donne de système que c'est le gouvernement qui gère, on force toute la population à passer dans un moule parce que c'est le gouvernement. Alors que quand c'est du privé, c'est une autre approche. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième exemple, la ceinture de sécurité. On est tous conscients que la ceinture de sécurité, depuis qu'elle a été rendue obligatoire dans les années 70, elle a sauvé de nombreuses vies. Sauf que la ceinture de sécurité, elle a une norme, un standard émis par Transport Canada. Alors que dans le cas de la mascarade, il n'y a aucun standard pour les masques. Un simple couvert, si même étant fait de Kleenex, pourrait suffire. Alors, c'est de là que je dis que c'est une mascarade. C'est une mascarade totale et on doit se poser des questions sur qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Alors, je ne remets pas en question qu'il y a eu des décès, ça, il y en a eu, et comme j'ai dit dans la vidéo d'hier, et puis ceux qui seront intéressés, ils pourront le retrouver ou chercher, mais les statistiques sont claires aux États-Unis. Au moment où c'est sorti la semaine dernière, près de 200 000 décès, 9 100 quelques avaient pour seule cause la COVID, tous les autres décès avaient en moyenne 2,6 autres causes lors du décès. Donc, c'est une personne qui avait la COVID, mais qui avait des problèmes cardiaques, des problèmes, pouvait être Alzheimer, pouvait avoir des problèmes de reins, etc. Pouvait être diabétique. Donc, encore là, tu sais, pourquoi
ne pas mettre de normes. On dit que le masque est si important. Le lavage de main, là, on s'ostine pas. Tout le monde est d'accord. Lavage de main, on sait, c'est scientifiquement prouvé. On se lave les mains, c'est efficace. Marc est revenu hier avec comment le faire, etc., quoi faire. On est tous d'accord avec ça. D'ailleurs, avez-vous remarqué, depuis qu'ils ont rendu le masque obligatoire, à peu près dans tous les commerces, il n'y a plus personne qui vous demande de vous laver les mains. Alors qu'on sait pertinemment que c'est par là que c'est la première place où ça passe. Le monde se tousse encore dans les mains. Je l'ai encore vu avant de quitter Québec. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Puis après ça, ils vont toucher. Mais on leur demande plus de se laver les mains parce qu'on leur a dit c'est correct, vous portez un masque. On voit qu'il y a une dichotomie incroyable dans tout ça. Donc, je termine pour permettre à Marc et à Richard de s'exprimer là-dessus. Mais on voit bien que c'est totalement ridicule, toute cette affaire de masque-là. Donc, si on veut vraiment qu'on impose le masque dans certaines circonstances, bien, on doit aussi fournir à la population les outils pour que ça soit efficace, tout simplement. Il y a une incompétence. Il y a une ignorance généralisée dans les instructions des gouvernements. Ils vont t'obliger à faire des affaires sans t'expliquer pourquoi en réalité ils te demandent de le faire. Je ne suis pas pour les obligations, je suis pour les recommandations. D'accord? Et les recommandations, quand ça tient debout, quand on est assez intelligent pour accepter que ça a du sens, mais le problème, c'est qu'il y en a qui sont pas assez intelligents pour accepter que ça fait du sens, et ils pensent qu'on va les mettre en prison. Je veux faire la part des choses dans ces affaires-là. Quand on parle de masque, j'en ai parlé hier, il y en a qui se mettent un T-shirt d'en face, ben c'est bon, aussi bon qu'un T-shirt. C'est pas un masque. Puis l'idéal, là, puis ça coûte pas cher, et ça enlève un obstacle à ce que tout le monde l'adopte, c'est le masque ordinaire à 3 plis qu'on a. Et j'ai donné hier verbalement, ça c'est pas écrit, faites le test vous-même, prenez un masque, essayez de souffler une chandelle. On va changer maintenant de registre. Prudence. Oui. On nous dit prudence comme thème de l'émission. Et là, on sent qu'il y a une menace qui au-dessus de nos têtes lorsqu'on communique en public par des médias alternatifs comme on fait présentement. On t'entend respirer comme Darth Vader, Marc. Ben oui, je suis vivant, excusez-moi. Il faudrait que tu mettes un masque. Tu sais, Darth Vader avait son masque en permanence. C'est naturel. Alors donc, là, si on s'engage sur la piste périlleuse, et je m'attends de gens, une collaboration exceptionnelle, comme on pourrait dire, en rapport avec justement tous ces aspects qui sont borderline, hein, si on utilise les termes qu'on utilise en anglais en Floride, les limites cutting edge of life, comme ils disent, là, sur la tranche là, du couteau, à la fine pointe de l'information. Marc, hier, quand on a fait l'émission qui va être disponible dans le Club Créé, a soulevé un point auquel tu n'as pas pu répondre à cause de la panne d'électricité à la toute fin. Et j'aime bien commencer par ça tout de suite. C'est que notre ami Trump, il s'en va en élection bientôt. On sait que c'était pas un gars qui était très fort en finance dans les années 90. Il avait accumulé les faillites et puis il y avait des grosses dettes. Et il a été aidé, on nous dit, tu es mieux informé que moi là-dessus, ce qu'on nous dit, puis par des gens qui semblent très compétents de langue française, qui font partie d'émissions culturelles sur l'économie et des choses comme ça qui n'ont rien à voir avec le coronavirus, et nous disent que Trump a été aidé par des oligarques russes. Bon, des oligarques russes, ça veut dire des gens extrêmement riches et puissants en Russie. On ne connaît pas l'origine, c'est des Mongols, c'est des Khazars, c'est des ci, des ça. Et c'est eux qui l'ont aidé à sortir de ses faillites. Et ils l'ont aidé à devenir président des États-Unis. Et Trump vient de lancer un message cette semaine, c'est Marc qui m'a mis au courant, et j'ai été vérifier l'information, et il a donné une réplique parce qu'évidemment, même les républicains ne sont pas d'accord. Il dit là, on est en temps de guerre, une guerre mondiale contre un virus. Et en temps de guerre, le président peut projeter les élections plus tard pour permettre de ne pas perdre le président durant des moments critiques. Alors, on va oublier les élections de Trump au mois de novembre et on va rebondir ça dans 4 ans peut-être. Alors, ça rappelle un petit peu la philosophie de Poutine, qui lui s'est fait octroyer le pouvoir jusqu'en 2030 et quelques,
Alors, qu'est-ce que tu penses de ça, mon ami Jean? On attend beaucoup d'informations. Tu es aux États-Unis, dans le royaume de Napoléon Trump. Richard, je suis obligé juste de corriger avant de passer la parole, de corriger. Oui. Bon. Ce que Trump a déclaré, ce n'est pas à cause du virus qu'on devrait le réélire automatiquement, c'est à cause surtout des votations par la poste, ben oui, par anticipation. C'est à cause puis de la guerre. Là, ils vont tricher, c'est sûr, ça va être pacté. Et en gros, ce qu'il disait, on devrait acheter tous les votes au vidange et puis me réélire par acclamation, puis c'est fini, puis on continue. C'est ça qu'il a dit. Et c'est là, la journée après, où de ses confrères et consoeurs républicains qui ont commencé à essayer de calmer cette histoire-là, parce qu'il y avait le langage dictatorial. Oui, mais les votes par la poste, c'était dû à cause justement du confinement, des gens obligés de rester chez eux. Non, ça fait non. Mais alors, qu'est-ce que tu en penses, Jean, de l'attitude? Comment ça va tourner tout ça? Oui, il y a c'est 4 questions là, que tu viens de me poser. Là. 4 questions, c'est pas facile de toutes les prendre dans l'ordre. Son financement, de la dernière campagne vient de Sheldon Adelson, qui est un milliardaire juif qui a fait son argent dans les casinos, l'empire de ce type de entertainment, là, de divertissement. Là. À travers donc, le monde? Il n'y a aucun débat ou discussion sur ça, et c'est une très vieille nouvelle. Toutes les autres nouvelles que tu peux entendre, c'est de la foutaise, c'est des vieilles affaires, c'est connu que l'argent vient de là. Deuxième affaire, l'histoire des Russes, vieille nouvelle, ça fait encore partie de tous ceux qui ressassent l'histoire de son lien avec la Russie. Elle est très simple à expliquer. Quand tu fais de l'immobilier aux États-Unis, c'est certain que tu vas faire affaire avec des Russes. Parce que, surtout si tu fais de l'immobilier de luxe, comme lui-même faisait et fait encore sa famille, là. Alors, moi, je vais vous le dire bien franchement, moi, à un moment donné, j'ai loué un appartement à Miami, dans justement une des tours, une belle tour, on va dire ça de même, et puis c'était propriété d'un Russe. C'est certain, ils ont pris, il faut comprendre une chose très importante, l'argent, les États-Unis attirent l'argent des riches, et de tous les riches de la planète. Pourquoi? Parce que c'est encore aujourd'hui le seul endroit que les riches considère être l'endroit le plus sécuritaire pour placer son argent et que si tu es exproprié, il y a un processus judiciaire en place et des règles qui vont permettre une juste compensation de tes avoirs. Donc, si pour une raison ou une autre, quelqu'un t'enlève ton avoir, tu vas être compensé à sa juste valeur. Alors que la perception, je ne dis pas que c'est la réalité, la perception, puis même au contraire, je pourrais argumenter que c'est pas la réalité, mais la perception est celle-là. Donc, les gens à l'extérieur des États-Unis croient que les États-Unis sont le meilleur endroit pour mettre leur argent en sécurité. Et c'est pour ça qu'on assiste à autant aussi de blanchiment d'argent, parce que les gens cherchent à acheter des biens immobiliers pour faire leur blanchiment d'argent. Donc, tout ça, c'est tout lié. Donc, c'est pas difficile, alors que n'importe qui voudrait prendre d'autres nationalités que les Russes, il réussirait à faire le même exemple avec d'autres nationalités que les Russes. Donc, il faut être très, très, très prudent dans ça. Il n'y a pas une disproportion des achats de propriétés Trump par des Russes versus d'autres nationalités si on met ça au prorata du nombre de riches qu'il y a dans le monde, et puis etc. Donc, il faut être très vigilant par rapport à ça. L'autre chose, c'est faillite. Ben oui, c'est connu. Il y a eu des succès et des insuccès. Son père lui a pavé la voie. Il a fait grandir l'empire de son père et il le passe à ses enfants encore plus grand que lui, il l'a reçu. Qu'il y a eu des faillites retentissantes. C'est normal, ça fait partie du personnage. Et puis ça, moi, ça m'inquiète pas. Au contraire, moi, j'admire, moi, j'ai eu des échecs en affaires. Je ne sais pas si Marc en a eu, mais moi, j'en ai eu. Et puis, les échecs, c'est très formateur, si tu n'es pas trop con, là. Alors, si tu apprends tes erreurs, un échec, ça va te permettre d'aller plus loin dans la vie. Donc, tout ça, c'est encore de la discussion de monde qui ont rien à dire, qui ont rien fait probablement de leur vie également, là. Bon. Arrivons maintenant au point plus litigieux, selon vous. Écoutez, ça fait des mois et des mois que
on en a parlé même sur tes émissions. La fraude électorale lors de la dernière élection, c'est pas nouveau. À tous les cycles d'élection, cette question-là revient. Aux États-Unis, il n'y a aucune mesure de contrôle pour aller voter. Plus que ça, maintenant, avec les systèmes de vote par courrier, les comtés qui ont décidé d'adopter des systèmes de votation par courrier, ils prennent à peu près n'importe quelle liste qui leur tombe sur la main. Écoutez, il y a des chiens, des chats qui ont reçu des bulletins de vote. Alors, c'est à ça. Lui, Trump, sa façon d'utiliser, là, ça fait 4 ans que ça dure, là, puis on l'avait vu durant la campagne. Qu'est-ce qu'il fait avec son Twitter? Twitter, c'est un outil de provocation. Il provoque le conflit. Il déstabilise ses adversaires politiques. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Il dit, je vais suspendre les élections. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire en disant « je vais suspendre les élections » ? Il veut faire dire à ses adversaires « les élections, c'est important, on doit aller voter, c'est suprêmement important. » Suprêmement important, il y a une juge qui vient de mourir, elle va être remplacée d'ici 45 jours par quelqu'un plus probablement de droite que de gauche. Hein? Ça serait surprenant qu'on ait... Alors déjà ce soir, on a un nom qui est sorti là, par CNN, on enregistre vendredi soir. On verra bien demain. On a dit que ce serait dimanche que le candidat ou la candidate, il a bien dit que ce serait une candidate à la Cour suprême qui sera proposée. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va voir? Le juge va être confirmé, et c'est ma prédiction parce que tout ce qui est nécessaire pour que ça arrive, ça va se faire. Alors, la juge va être confirmée avant l'élection. Pendant ce temps-là, la fraude s'accumule et les preuves s'accumulent. Il y a 2 vidéos rendues de ça, alors que j'étais dans la nature en arrière. Je vous ai expliqué comment les bulletins de vote étaient marqués R ou D en fonction de l'affiliation du voteur sur les rôles de votation. Donc, cette semaine, ils ont découvert, il y a un candidat dans une primaire républicaine, ils ont découvert 1 million de votes qui avaient été détruits. 1 million de votes qui a été détruits sans qu'ils soient ouverts. Ensuite, il y a eu le cas de 9 militaires cette semaine que leurs votes ont été dépouillés. Donc, 7 ont été dépouillés et ont été jetés et 2 autres n'ont pas été ouverts et ont été jetés. Ça, c'est sans compter qu'à la dernière élection dans Broward County, Fort Lauderdale, pour des Québécois qui connaissent bien la Floride, c'est un nid à corruption incroyable aux États-Unis, je vous en ai déjà parlé, et c'est là qu'on retrouvait les bulletins interchangés, que les gens avaient filmé les bulletins être interchangés. Donc, ce n'est pas un nouveau débat, tout ce débat de la votation aux États-Unis, parce que, on l'a déjà expliqué, c'est chaque État est responsable des lois qu'ils mettent en place pour la votation. Et évidemment, chaque parti tente de mettre en place des règles qui les favorisent. Dans les partis plus d'allégeance républicaine, on favorise la présentation d'une carte d'identité pour valider que le voteur est effectivement la personne qu'il prétend qu'il soit. Dans les États démocrates, ça fait au moins 40 ans qu'on a le même discours, on dit que ça va freiner la votation. Parce que il y a 40 ans, on disait que les Noirs n'avaient pas de permis de conduire ou étaient en minorité qui avaient un permis de conduire. Dans la plupart des États aux États-Unis, une carte d'identité peut être émise sans que cela soit un permis de conduire. On n'a qu'à aller prendre sa photo et on vous donne une carte qui ressemble à un permis de conduire, mais qui n'est pas un permis de conduire. La Floride en a une, par exemple. Et c'est une carte d'identité qui est valide pour voter. Donc, depuis 40 ans que ce discours-là est là, et toutes ces magouilles-là qui sont utilisées, je ne dis pas que les républicains ne font pas de magouille électorale, là. Hein? Eux, ils se sont servis des avocats, des lois, on se souviendra là, en Floride, là, à l'époque où les cartes étaient perforées, puis il y avait un petit morceau de carton qui était encore là, puis il avait réussi à faire croire au monde que quand il y avait un petit morceau de carton qui pendait, ça voulait pas dire que la personne avait voté pour où est-ce qu'il y avait le trou, parce qu'il y avait encore le carton, donc c'était un vote qu'il fallait annuler. Bon, et ils avaient gagné en Cour suprême. Mais tout ça pour dire qu'il y a toujours des manigances. Et là, je vous l'ai dit, il y a 2 vidéos rendues de ça, les démocrates savent qu'ils ont perdu. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent toutes les mesures qu'ils peuvent pour discréditer le système. Ils ont essayé avec les émeutes,
pour amplifier les crises, etc. Là, depuis le décès de la juge de la Cour suprême, on travaille à discréditer tout le processus de sélection. Pourquoi? C'est parce qu'on sait déjà que l'élection sera contestée, et à juste cause, à cause de toute la fraude qui a lieu dans les États clés. Hein? Il y a environ 5 ou 6 États qui sont clés. En fait, c'est moins que ça, là. Mais pour les prochaines élections. Et dans ces États-là, c'est là qu'on va contester le vote et ça va aller en Cour suprême. Donc, en discréditant le choix du nouveau juge, on tente par extension de discréditer toute décision qui viendra de la Cour suprême pour, après ça, déstabiliser et retourner au scénario que je vous ai parlé l'autre fois, que les démocrates ont déjà demandé aux militaires de s'impliquer dans le résultat, pour trancher le résultat du scrutin de la prochaine élection. Là, j'en ai dit assez. Je pourrais revenir sur qu'est-ce que l'autre côté va faire, qu'est-ce que le président entend faire pour contrer ça, mais je vais me limiter à ça pour l'instant, on pourrait y revenir plus tard. Plus tard, une autre rencontre? Parce non, dans 5 minutes, après que Marc et toi réagissent. Ah oui, parce que moi, je suis prêt à aborder un autre sujet, là, la petite chinoise de Hong Kong. Là. On y viendra. Si tu permets, Richard, on va couper court, parce que c'est sûr que là, on pourrait se lancer dans un long débat, et où, à la fin, on va se dire, oui, tu vois un côté de la médaille, moi je vois l'autre côté de la médaille, au bout de la ligne, ça change rien à médaille. Et oui, il y a de la corruption des deux côtés, les deux côtés travaillent contre l'autre côté. On sait très bien que l'autorité suprême, sauf en état de guerre aux États-Unis, c'est la Cour suprême. On ne l'appelle pas suprême pour rien. C'est la même chose un peu au Canada. Avant que la dame meure, il y avait un équilibre à la Cour suprême et le président qui tranchait finalement, était-il républicain ou démocrate, celui qui était le président, qui est encore le président de la Cour suprême américaine? Il est d'allégeance républicaine, mais toutes ses décisions sont considérées de gauche. Ben, tu vois, Gabon. Mais là, il veut avoir ça avant les élections. Il va nommer une femme, OK, parce que ses candidates, c'est des femmes, toutes républicaines, pour vraiment débalancer en faveur des républicains la Cour suprême. C'est important, ça, parce que si à un moment donné, le système de votation est contesté dans un État ou l'autre, mais là, on parle d'une élection fédérale, ça va tomber dans les mains de la Cour suprême, comme le dit très bien Jean, et la Cour suprême, il y a beaucoup de chances que la Cour suprême prenne le côté des républicains. Mais là, on parle de les médias sont bons là-dedans, on parle de la politique, on est loin de l'ésotérique, là, de l'ésotérisme. On parle de la politique américaine dans le cas d'une votation. On va en entendre encore parler jusqu'au mois de novembre. Toutes les hypothèses vont être plausibles. On s'entend-tu là-dessus? Donc, moi, je suis pas tranché du tout. Je m'attends à entendre à peu près toutes les histoires. Mais je vais pas m'embarquer dans un débat, Jean, là-dessus, parce qu'au bout de la ligne, on n'arrivera pas à une conclusion finale de toute manière, sans se tirer les cheveux, remarque bien. Je pense que Richard, il veut surtout nous amener sur le côté de... Ben... Oui, mais si Jean voulait nous donner succinctement là, la réplique de la version de l'autre côté, là, d'ici la fin, on va en parler, mais tout de suite après, je t'amènerai sur Li Meng-Yan. Ça dit quelque chose, Jean? Li Meng-Yan, la petite chinoise qui était à Hong Kong. Une question à la fois, là. C'est déjà oui, c'est ça, mais pour montrer aux gens qu'on va revenir dans les sujets les plus... croustillant, là, celle qui dit que le coronavirus a été une arme bactériologique créée en Chine. En tout cas, on s'en parle tantôt. Alors, un des scénarios probables, c'est que le président invoque le 14e amendement. Le 14e amendement à la Constitution, c'est que quiconque qui prête serment dans une fonction publique, soit de gouverneur, de représentant à la Chambre, de son État ou de la Chambre fédérale ou au Sénat, ou un comté, une municipalité, bien, il jure allégeance à la Constitution des États-Unis. Et au cours des derniers mois, les émeutes qu'on a vues et toute la stratégie de définancer les corps policiers aux États-Unis constituent une entorse au serment prêté par les dirigeants. Donc,
ce que l'on pourrait voir au lendemain de l'élection, entre l'élection et l'intronisation l'assermentation du président, on pourrait le voir invoquer ce 14e amendement-là. Et ce qui aurait pour conséquence de neutraliser ses adversaires et fort probablement, dans un scénario comme celui-là, la Cour suprême lui donnerait raison, puisqu'il y a eu entorse sévère depuis le début des émeutes autour du mois de mai. C'est important de rappeler qu'à chaque soir, à Portland, en Oregon, il y a encore des émeutes. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont été assassinés ou qui sont accidentellement décédés, même parmi les manifestants. Il y a eu des accidents. Une jeune femme, j'en avais déjà parlé, dans un stationnement d'un Walmart au lendemain, à la fin, pas au lendemain, mais à la fin d'une manifestation, en fin de journée. Elle ne voulait pas être prise dans le couvre-feu. Elle rentre chercher sa voiture et elle est tuée par une balle perdue. Alors, c'est terrible tout ce qui est arrivé là, dans ces émeutes-là. On n'en entend presque jamais parler. On voit juste des manifestations pacifiques alors qu'on voit que les édifices brûlent, mais il y a des décès. Et il y en a eu des dizaines de décès. Donc, c'est très, très, très malheureux. Et c'est ce qui lui permettra d'invoquer, le 14e amendement. Ce qui n'a jamais été fait encore en temps de paix aux États-Unis. Si on rajoute par-dessus la date de l'élection de Trump ou des prochaines élections, l'arrivée d'un astéroïde? 2 jours précédents, et les scientifiques de la communauté européenne ont confirmé l'impact. On en avait parlé que quand on prenait les calculs de la NASA, oui. En fonction de la circonférence de la Terre, on voyait qu'il y avait impact. On ne le dit pas comme ça. Mais quand on fait la recherche, chaque fois que je vous amène d'informations, là, je peux vous assurer une chose. Je l'ai vérifié, puis j'ai même attendu avant de vous l'amener pour être certain qu'on se dirigeait dans la bonne direction. Alors là, les Européens ont confirmé cette trajectoire. Cependant, ce qui est très important d'ajouter, c'est que ça, c'est des projections basées sur l'objet avant qu'il passe derrière le Soleil. Donc, maintenant, il revient et sa trajectoire a pu être altérée. Donc, l'autre chose à se rappeler, c'est que souvent, ces objets-là ne viennent pas seuls. Ils viennent accompagnés d'un ou plusieurs autres. Donc, reste à voir si ce sera le cas. Une chose est certaine, c'est que cet objet-là, il est petit et il devrait exploser en entrant dans l'atmosphère. Donc, il ne devrait pas causer de dégâts majeurs. Cependant, il y a tout un groupe une section de groupes d'astronomes qui prétendent que nous entrons dans un champ d'astéroïdes et qu'au cours des 3 prochaines années, il y aura plus d'objets. On voit que depuis le début de l'année 2020, il semble y en avoir eu un peu plus. Reste à voir si ce sera le cas. Souvent, je vous fais des petites présentations en termes d'astrophysique parce qu'il y a des choses très importantes qui se passent. En ce moment, on est en train d'entrer dans une micro-ère glaciale. Alors, vous ne verrez plus la Greta vous parler du réchauffement climatique parce que, vous voyez, avec le coronavirus, on l'a tassé parce que depuis le début de 2020, on a débuté une nouvelle micro-ère glaciale, un petit peu comme durant la Deuxième Guerre mondiale, alors que en Angleterre, la rivière avait gelé. Alors, c'est le même principe. Cet hiver, l'hiver prochain, probablement, on ne sait pas exactement combien de temps ça va durer. C'est 2 à 3, 4 ans. Et puis, ça est en corrélation avec les taches solaires et les éruptions solaires. Donc, on entre dans cette micro-ère glaciale et on croit qu'elle ne devrait pas durer plus de 5 ans. Mais ça devrait paraître dans nos conditions climatiques. Même si on a eu un été très chaud ici au Québec, même en Islande, ils ont eu un été plus chaud que... Ah, elle me dit que c'est le contraire. Donc, je viens de dire que c'est le contraire. Effectivement, parce que c'est en relation avec ça. Bon, le beau visage de la jeune fille que je vois là, c'est Li Meng Yan. On dit qu'elle vient de Hong Kong, qu'elle s'est échappée elle-même de Chine et précisément des laboratoires de Wuhan, où elle dit qu'elle-même était sur les premières lignes
au mois de décembre 2019, à travailler sur le fameux coronavirus, puis des gens infectés. Puis elle est arrivée comme sur un plateau d'argent aux États-Unis. Ça me rappelle malheureusement un petit peu l'histoire de la fille de l'ambassadeur du Koweït qui venait nous dire qu'elle avait vu les enfants, les bébés dans une pouponnière qui avait été abandonnée sur un terrazzo glacé et que les pauvres petits poupons étaient morts, là, abandonnés. Alors, ça a dégénéré, évidemment, dans une guerre contre le Koweït en instillant une rage au peuple américain qui a dit « On ne laissera pas les bébés mourir comme ça, on va aller attaquer Saddam Hussein. » Là, il y a peut-être quelque chose qui veut qu'on attaque la Chine ou qu'on prenne en discrédit la Chine parce qu'elle sort d'où, là, d'une boîte de Kellogg's, là, ou de Pimouche. Qu'est-ce que tu veux qu'on réponde à ça? On n'en sait pas plus. Ben, je pense que Jean a étudié le dossier, tu sais, et là, quand elle soulève le terme clairement que c'est une arme bactériologique, moi j'ajoute le corollaire. Si là, ça a foiré, en gros, il n'y a pas eu autant de morts qu'on aurait pensé, on nous annonçait des millions, des centaines de milliers de morts, ben, ils vont peut-être revenir à l'attaque avec une deuxième version d'un coronavirus COVID-20 au lieu du COVID-19. Elle s'est envenue ici quand même avec un travail qu'on peut discuter, avec un travail assez fourni, assez complexe. D'ailleurs, une autre personne qui est virologue l'a passé un peu au crible, ce travail-là, parce que c'est un rapport, hein. Il y en a beaucoup d'informations là-dedans, dont mettre les séquences du VIH, etc., etc. Disons que c'est plus étoffé quelqu'un qui arrive en criant en disant qu'il y a des bébés à terre sur le plancher qui est froid. Attention, bon. Stéphane Gay, dont tu parles, que je t'ai envoyé de vidéo de Stéphane Gay du Québec, un microbiologiste, il a pris des dossiers qui venaient de cette fille-là, ou soi-disant de cette fille-là en PDF, qui ont été diffusés dans des réseaux spécialisés. Et lui, il est un grand spécialiste quand même qui nous explique d'une manière pédagogique, pas à la portée de tous, évidemment, mais la conclusion des 15 dernières minutes de la vidéo que Gilles va mettre en complément, bien évidemment, il n'en sort pas, ça a été manipulé, ça ne peut pas être fait de manière naturelle, cette transformation. On ne pourrait pas espérer avoir une preuve plus évidente que ça, que ce virus-là est militarisé. L'hypothèse que ça pouvait être juste un accident. Oui, c'est un virus militarisé, c'est clair, mais c'est probablement juste un accident. Parce qu'imaginons qu'on acceptait que ce soit lancé intentionnellement. C'est une cause d'entrée en guerre systématiquement. Écoutez, il y a presque 30 millions d'infections, il y a près de 1 million de morts. Les PIB d'à peu près tous les pays concernés sont en chute libre, certains c'est un crash. On s'en va vers un reconfinement. Écoutez, ça va être un hécatombe, là. Alors, ce virus-là a été relâché. Intentionnellement. OK. A été relâché accidentellement. Je pose la question. Si moi je commets une erreur, je vais tout faire pour réparer mon erreur. À quoi ça sert de connaître ça sans savoir si c'est vraiment la vérité? Ça va me servir à quoi, moi? Ça va me servir à faire quoi? À me défendre contre quoi? Ça va me servir à quoi de savoir que je vais avoir bien des météorites qui vont me tomber sur la tête? J'ai pas d'autre place à aller. Comprenez-vous l'affaire? La seule personne sur qui j'ai de l'influence, puis qui me fait garder mon sourire, c'est moi-même. Et évidemment, je finirai pas là-dessus, mais tu le sais, moi, c'est surtout la centricité de l'individu et le monde va changer à partir de l'individu et non pas à partir des systèmes. Jeter un système à terre, si t'as pas une bonne solution pour le remplacer, ça va faire comme toutes les révolutions qui ont eu lieu. Ça a été encore pire après. Il y a eu de l'abus et les révolutionnaires ont fait pire que ceux à qui on a coupé la tête. Moi, je me dis, c'est à partir de la base, si les individus finissent par changer et on n'a pas grand temps pour le faire, ça serait un miracle tant qu'à moi, mais que les gens commencent à devenir responsables d'eux-mêmes et non pas d'abord de suivre au gouvernement, ils vont s'arranger avec ça. Oh, le gouvernement a arrêté d'y mettre des affaires dans les mains, c'est plus ou moins compétent, cette gang-là. D'abord, c'est pas les politiciens, c'est surtout les hauts fonctionnaires. Et à un moment donné, ils font des comités, il n'y a plus de nom, c'est le comité un tel qui devient responsable de l'échec ou du succès.
je Alors, vais arrêter Jean, là-dessus c'est à parce toi que j'insiste beaucoup de là-dessus. nous faire le bon C'est pasteur qui va nous l'individu. guider, là. C'est l'individu. Pardon? Je passais la balle à Jean, là. On a compris, Non, hein, Marc? OK, j'avais compris d'autres choses parce que si c'était ce que j'avais compris, j'aurais réagi autrement. Non, j'ai dit, Jean, c'est Jean qui va faire le bon pasteur pour nous ramener, le bon là. pasteur, ok. C'est ça. Alors, si toi, Richard, tu m'as entendu lors d'émissions précédentes, mais je ne sais pas si Marc suit toutes les émissions où j'ai passé, mais moi, je préconise, entre autres, l'implication comme candidat indépendant dans toutes nos structures, parce que, comme toi, je ne crois pas qu'une révolution soit adéquate. Je crois, au contraire, qu'on se doit de changer les choses avec les structures qu'on a pour les mêmes raisons. C'est que les révolutions nous ont démontré dans l'histoire qu'elles amènent le chaos et qu'en bout de piste, c'est ceux qui financent les révolutions qui tirent encore les ficelles et qui ressortent gagnants. Et généralement, la population, très rarement, sort gagnante. Peut-être à l'exception de la Révolution américaine, mais on pourrait en prendre bien d'autres en exemple. Et puis, on verrait que c'est pas toujours des grands succès, hein, tout ça. Donc, la CIA, tout le monde qui parte la révolution, tout simplement, au compte de qui? Mais là, on peut s'amuser avec ça. Mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Alors, moi, je suis d'accord avec toi. Je prône la prise de responsabilité. Arrêtez de toujours demander que le gouvernement vous paye quelque chose. Moi, je vais vous dire, je regarde où me relocaliser personnellement, parce que c'est un passage ici en Floride. Ma décision n'est pas prise de m'établir aux États-Unis, entre autres en raison des investissements requis, financiers, je parle. Alors, et je regarde des pays où les taux de taxation sont nil, 8%, 3%, 5%, 8% et 10%. J'arrête à 10. Si c'est plus que 10, je ne suis même pas intéressé de regarder. Alors, que diriez-vous au Québec si votre impôt sur le revenu était de 10%, votre TPS, TVQ était maximum 10%, et puis vos autres prestations seraient toujours maximum 10%. Ça changerait bien des choses. Et là, vous auriez de la liberté de choix, de choisir si vous payez une garderie plus chère ou moins chère, si vous voulez vous payer une assurance santé privée, ou si vous voulez aller voir le médecin en médecine privée, ou etc., ou avoir une voiture de luxe, si vous êtes dans les voitures, puis c'est ce qui vous chante. Alors, la liberté. Mais là, on nous a tout enlevé ça, en nous surtaxant avec une mesure temporaire, parce que dans l'émission d'hier, on en a parlé. L'impôt, c'était une mesure de guerre. Et puis, c'est resté parce que c'était une mesure temporaire. Donc, qu'est-ce que vous diriez que des gens qui sont intéressés au bien public, parce qu'ils sont là avant toute chose comme personnes normales, ordinaires, eh bien, qu'ils s'impliquent et puis qu'ils mettent de l'avant des programmes comme ceux-là, ça serait drôlement intéressant. Et puis, tenez-vous là pour dire, dans le monde, il y a bien des endroits que c'est moins de 10% la taxation totale. Alors, au Québec, là, on est pas mal à côté. Les impôts sur les compagnies à moins de 10%. Savez-vous combien d'entreprises vous pouvez attirer? Des entreprises de technologie, si vous avez moins de 10% d'impôts? Il y a des gens qui vont choisir d'aller s'établir. Si tu me permets, juste d'identifier le problème actuel est le suivant. Un, vous avez des gens qui sont au gouvernement et si, pour des raisons inflationnistes ou quoi que ce soit, ça augmente, eux autres, c'est normal, on monte la taxation, on va piger dans le pot, puis finalement, tout le monde va payer. C'est leur porte de sortie pour leur incompétence, pour leur mauvaise prévision. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, ou la cause numéro 2, elle est individuelle. Cette fichue d'habitude de tout vouloir donner comme responsabilité au gouvernement et de se laver les mains en se disant si ça me tombe sur la tête, ils vont s'en occuper. Mais quand tu leur donnes des responsabilités, il faut que tu les payes. Il faut que tu donnes de l'argent pour qu'ils puissent assumer ces responsabilités-là. Alors, les gens ne comprennent pas que plus tu donnes de charges au gouvernement, le gouvernement dit « OK, d'abord, mais ça va coûter ça, ça va coûter ça. » Regardez ce qu'on exige en santé et en éducation. Quand j'étais petit, a long time ago, j'avais pas, moi, à mon service personnel, un psychothérapeute, un orthopédagogue, 4-5 personnes. Chaque enfant, maintenant, qu'on bout de Ritalin, est enrobé
de spécialistes qu'on doit payer à la demande parce que les parents n'éduquent pas les enfants. On le donne au gouvernement en disant « Hey, voulez-vous élever cet enfant-là et régler les problèmes qui vont se créer? » À cette heure, tous les enfants, on dirait qu'ils ont tous des problèmes. C'était pas le cas avant. Au niveau de la santé, c'est la même affaire. On veut que les hôpitaux soient équipés, les dernières technologies, on veut ci, on veut ça, on veut bâtir des hôpitaux. Évidemment, il y a du monde qui font du cash dans cette affaire-là, on en a connu ici au Québec. Ça c'est l'argent qui disparaît, mais on en veut toujours plus. On veut le beurre, on veut l'argent du beurre, on veut le cul de la fermière si c'est possible. Je m'excuse de la vulgarité, mais c'est ça. Alors, tant que l'individu, le citoyen, ne changera pas cette optique-là et ne commencera pas à lui prendre sa propre responsabilité sur son dos à lui, on peut se payer des services communs, comme dans bien des pays, dont tu parles, quand tu charges 10%, là, ils ont limité les services qui sont donnés parce que c'est plus payant, c'est plus positif pour tout le monde de se mettre ensemble et de les payer, mais d'autres affaires vont dire, là, vous vous débrouillez, là, vous vous arrangez. Envoyer de l'argent aux gens, là, encore une fois, on le voit, le monde reste chez eux, ils ne retournent pas travailler, les employeurs qui sont prêts à les recevoir, venez-vous-en, oh non, oh non. Puis l'autre, je m'excuse, l'autre, M. Trudeau, qui va encore étirer ça pour un autre 6 mois. Et ça, on en a parlé hier soir. Fait que juste pour continuer sur la responsabilité, parce que c'est ça au fond, là, c'est la responsabilité. Et moi, c'est pour ça que je prône l'implication à tous les niveaux. Dans la dévolution des pouvoirs, je vous en ai parlé il y a de ça 2 émissions, eh bien, ça commence au niveau municipal. Dans le futur, que ce soit l'agenda 2030 qui prévale, ou que ce soit le monde des globalistes qui prévalent, ou que ce soit les nationalistes qui prennent contrôle, peu importe laquelle de ces 3 factions-là prendra le contrôle, eh bien, il y aura dévolution des pouvoirs. Et ce sera au niveau des municipalités et des municipalités de comté, que l'on connaît au Québec, et je pense qu'en France, on appelle ça les cantons. Alors, ce sera à ce niveau-là que ça sera l'endroit le plus important pour intervenir comme citoyen, parce qu'il y aura une délégation des pouvoirs. Soit que cela se fera par la force, ou cela sera fait par le gré de ceux qui seront au pouvoir et comprendront que ce n'est pas gérable où on en est rendu aujourd'hui, mais il y aura un changement fondamental. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un est jeune ou moins jeune et désire s'impliquer, c'est le meilleur endroit pour commencer à s'impliquer. Et comme par hasard, dans la condition de la COVID, ben, je vous avais expliqué comment aux États-Unis, c'était au niveau municipal que les règles s'étaient fixées. Et aujourd'hui même, le gouverneur de la Floride a émis un nouvel ordre exécutif fixant une nouvelle balise que les municipalités ou les comtés ne pourront pas avoir de règles plus sévères que celles de l'État de la Floride, de la province. Donc, à partir d'aujourd'hui, il y a comme un plancher, mais vous pouvez être plus libre en fonction, tout ça est basé en fonction des décès et du nombre de cas. Alors, on peut débattre là, de la validité, si c'est plus un que l'autre qui devrait prévaloir, mais on voit bien qu'il y a une délégation. Et c'est ça qui est la voie de l'avenir, parce que c'est la responsabilisation. On a vu que le système centralisé, c'est une faillite, que ce soit le système communiste ou le système capitaliste, ça ne fonctionne plus. Parce que ça a tellement grossi qu'à un moment donné, ça croule sous son poids. Ben, on va passer à une autre étape dans une prochaine rencontre qu'on aura. Oui, vous ne m'entendez pas? Non, c'est moi, c'est de ma faute. Hein? OK, c'est Quand je fais du bruit, à cette heure, je ferme le micro, sans ça, j'ai une vierge à m'engueule. Bon, alors oui, parce que tu respires comme Darth Vader. Je voulais dire quelque chose, là. Mais attends un peu, Marc, c'est parce qu'on va clore l'émission maintenant très bientôt. Je finis juste... John nous avait demandé de résumer à 1 heure. Et on n'a évidemment pas tout passé les éléments qu'on avait prévus. On devait parler du ID 2020, après ça du agenda 2030, de la petite chinoise qui arrivait d'Hong Kong avec la preuve que c'était une arme bactériologique. Laisse-moi dire, Richard, puis après on conclura, puis on en fera un autre moment donné. Je vais juste conclure ce qu'il dit. Nos systèmes, même s'ils descendent de niveau, même si on descend au niveau municipal, etc., tant que l'individu qui fait partie de ces systèmes-là
ne continuera pas à former des comités pour se déresponsabiliser personnellement, pour pas être responsable lui-même de quelque chose qui marcherait pas. Et c'est l'humain qui va permettre ça. Si, ce que je veux dire, Jean, c'est que tu as raison, mais au départ, si l'humain ne se responsabilise pas, non seulement comme indépendant, mais comme faisant partie des fonctionnaires, etc. Autrement dit, pourquoi faire un comité de 15 personnes pour camoufler les responsabilités? Le comité a décidé que. Alors, on fait beaucoup de comités, puis on se cache dans les comités pour ne pas être, je cherche le terme, responsabilisé si quelque chose va mal. Imputabilité. Merci, Richard. Alors, personne ne veut être imputable. Ils forment des comités puis se cachent en arrière des comités. Alors, si on descend une administration, qu'elle soit là ou là, c'est le même problème. C'est toujours des humains qui veulent se cacher, qui veulent s'autoprotéger. Donc, commencez par changer la nature humaine. Quel beau challenge. Et après ça, de décentraliser les choses. Les centralisations, les décentralisations ont été utilisées. Il y a toujours des échecs à chaque fois. C'est pas une parole magique. Pourquoi? C'est que les humains qui sont dedans, c'est eux qui planifient, c'est eux qui vont fonctionner. Ils ont toute cette fichue de manie de peur, de se tromper eux autres. Donc, ils font des comités, puis là, ils se cachent derrière ça. Excusez-moi, mais c'est parce que j'ai une espèce de réaction tout le temps en disant, tant que tu ne changeras pas la nature humaine, tant que tu ne changeras pas la cupidité humaine, je m'excuse, et tant que tu ne changeras pas l'incompétence, et ça, c'est une fichue de job, ces trois affaires-là, on ne pourra pas parler de refaire un système, de restructurer les choses. Je suis pas contre ce que tu as dit, mais je vais mettre ce bémol-là. Et Jean, à chaque fois que tu disais, comme j'ai dit hier, le hier, là, c'est ce qu'on va retrouver dans le club créé, qui a été enregistré dans des conditions pénibles techniquement, mais on va finir par en sortir quelque chose. Alors, un mot de la fin. Marc, tu viens pas mal de nous donner tes couleurs. Et c'est vrai que le problème majeur de l'humanité, c'est l'être humain. Et pour Jean, l'état actuel de l'évolution de tout ce qu'on vit présentement, on avait beau dire que dans les écoles, les enfants ont accès à un orthopédagogue, on se rend compte qu'actuellement, c'est la débandade totale, tout est en ruine. Dans une école, non seulement le bâtiment est en ruine, mais en plus, il manque de personnel et ils sont obligés de respecter des lois presque impossibles à respecter dans les distanciations. Et les enfants sont un peu perdus. C'est la débandade générale de plus en plus. On s'en va vers quoi? Ça regarde pas bien, Jean. Et si surtout c'était une arme bactériologique, je trouve dommage qu'on n'ait pas approfondi le sujet, parce que c'est être prudent dans nos propos aussi, évidemment, mais si c'est une arme bactériologique, elle aurait été créée par qui, dans quelle intention, et si ça n'a pas fait l'effet qu'on pensait que ça ferait, on risque gros de subir les conséquences d'une deuxième attaque, mais par une autre arme, qu'elle soit encore bactériologique, version COVID-20 au lieu de COVID-19, ou que ce soit les rottes de Thor, qu'on utilisera en faisant croire qu'il s'agit d'astéroïdes qui tombent sur la Terre, que tu nous as parlé il y a quelque temps, que ce soit une oligarchie qui prenne le contrôle de la planète dans un gouvernement mondial dont les frontières n'existeraient plus, et qu'il y aurait une uniformisation par le bas, pour qu'une élite ait le contrôle, un peu comme dans 1984 de George Orwell. Hein? Bon, on en fait référence de plus en plus maintenant. Soleil vert viendra bientôt, puisque c'était supposé arriver en 2022, le soleil vert. Savais-tu ça? 2022, le soleil vert, où on mange des petites galettes vertes faites avec la viande du cadavre d'êtres humains qui sont morts et qu'on récupère. Belle histoire. Alors moi, je suis en ésotérisme. Alors, on parlait beaucoup de politique, on a parlé beaucoup de sociologie, mais il y a des prophéties au-delà de tout ça. Il y a des signes dans le ciel et dans les étoiles. On a des marques dans les mains qui nous indiquent des choses. La semaine prochaine, j'ai avec nous quelqu'un qui va être content d'aborder ces aspects-là. Il s'agit de monsieur, encore une fois, Jean-François Poulain.
Oui, oui. Jean-François est beaucoup plus ésotérique qu'on pourrait l'imaginer dans sa démarche qui est d'aller au-delà des apparences extérieures, aller dans le fond. L'ésotérisme, c'est la démarche intérieure. Je vais redonner la parole à Jean pour clore l'émission, là. Et Alain Niala, philosophe, consultant, qui, les deux ensemble, vont nous aider avec ma participation à fouiller dans quelque chose de profond. Comme on dit souvent, tel qu'il est écrit, il sera. On se fait référence à quoi? À la Bible? À des science-fiction? À des textes qui sont au-delà, dans l'espace et dans le temps, de la tradition judéo-chrétienne et même actuelle. Il y a eu d'autres humanités avant l'humanité terrestre qui sont passées par des épreuves qui ressemblent à ce qu'on est en train de commencer à vivre. Alors Jean, je vais vraiment maintenant te laisser la parole. Prends tout le temps que tu veux, mais quand tu auras terminé, on dira bonjour au public. Je sais qu'on a un temps à respecter, et puis de toute façon, tout ce que tu as lâché là, en toute fin d'émission, c'est une autre émission. Moi, ce que je veux revenir, c'est continuer de bâtir au fond ce que Marc dit, puis ce qu'on a dit, échanger toi et moi, Richard, au cours des derniers mois. C'est, premièrement, ça commence par nous autres. Ça commence par nous et notre attitude face aux événements, quels qu'ils soient. Il y en aura toujours des crises, il y en a toujours eu. Nos ancêtres ont vécu des guerres mondiales, ils ont vécu des épidémies terribles, des famines terribles. Il y a toujours des événements qui testent chaque génération. Et là, on remonte même pas dans les civilisations passées. Et je vous ai déjà donné mon opinion sur qu'est-ce qu'étaient les prophéties. Alors, je veux pas, on y reviendra une autre fois. Mais chose est que avant toute chose, ça commence par nous. Alors, comment on réagit par rapport à ces épreuves-là? Et c'est là le point de départ. Et comment on décide de s'impliquer auprès d'autrui. Il y a toutes sortes de façons de s'impliquer. Il y a des gens qui, durant la crise, ils ont été faire des courses pour des personnes âgées, puis ils les ont amenés chez leurs voisins. Il y en a qui ont parti des petites entreprises pour faire ça. Il y avait une fille à la radio qui avait passé. Bon, il y a toutes sortes de façons de s'impliquer devant la crise. Alors, la solution, c'est en dedans de nous. Et puis, comment on réagit auprès de nos proches? Hein? Comment il y a eu de familles qui ont éclaté durant cette crise-là. Peut-être que ça devait éclater, justement. Peut-être que c'était ça qui était bon pour eux, alors que d'autres, ça leur a permis de se rapprocher. Mais ça commence par nous. Puis après ça, en dehors, dans notre petit cercle. Ce qui se passe au-dessus de nos têtes, un peu comme Marc l'a dit tout à l'heure, on y peut très peu. Au fond, qu'est-ce qu'on peut faire? Savoir, oui, de se préparer pour faire face à la tempête. Hein? Quand il y a un ouragan, quand il y a une tempête, on se prépare, puis on a des réserves, puis on dit, bon, ça va durer une tempête de neige, ça va durer 3-4 jours. Si ça s'étire 2 semaines, bon, après ça, la vie reprend. C'est pas mal le mieux qu'on peut faire, mais c'est en dedans de nous, hein, tout ça. C'est la confiance qu'on va demain être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes qui vont nous aider à passer les événements. Et puis, moi, c'est le même que je vois ça. Il y aurait 1001 raisons de dire pourquoi j'aurais pas dû venir aux États-Unis. Hein? À cause des révoltes, à cause des élections, à cause de si l'astéroïde tombe dans l'océan, puis qu'il y a une vague de fond, puis on est emporté, s'il y a des trous maintenant, hein, des trous là, qui tombent là, en Floride, on en a vu, tu en avais déjà parlé avec Jean-François Poulain à l'époque. Des sinkholes. Bon, des sinkholes, c'est ça. Ouais. Regarde, on peut continuer, là, après ça, la pandémie, après ça, si les Russes nous attaquent, si les Chinois nous attaquent. Regarde, il y en a jusqu'à demain des scénarios apocalyptiques, hein. Mais là, au fond, là, c'est comment qu'on vit, nous, jusqu'au jour de notre mort. Moi, aujourd'hui, je veux vous dire, cette année, je célèbre mon 10e anniversaire de survie de ma maladie chronique, qui est maintenant chronique, là, que ça fait 10 ans qu'on m'a diagnostiqué que j'étais un pied dans la tombe puis un pied dans la vie. J'étais descendu à 109 livres, j'en ai déjà parlé au tout début des émissions qu'on a faites ensemble. Ça fait 10 ans. Alors, je suis très heureux de ce que j'ai fait de ces 10 ans-là. J'ai fait des belles choses dont je suis très fier. Au niveau personnel puis au niveau professionnel aussi. Donc, ce sursis que j'ai eu
je trouve que je l'ai bien utilisé. Alors, c'est ça qui compte. Le reste, là, on peut pas le contrôler. Donc, c'est pour ça, aussi, en début d'émission, je disais, écoutez, je sais pas si c'était quand on l'a enregistré ou quand on s'est, avant l'enregistrement, mais moins de TV, moins de journaux, moins de radio, moins de nouvelles alternatives. On s'occupe de nos affaires, puis on essaie de vivre le mieux possible. Puis, je suis fier de mon 10 ans. Oh! Ça se termine avec « C'est la grâce que je vous souhaite de tout mon cœur ». Et disons que ça correspond bien au thème de l'émission de cette semaine, prudence. C'est ça. Et voilà. Merci tous les deux. Alors, Jean, ça serait peut-être dans 2 semaines. On va laisser la place la semaine prochaine. Pas trop vite. Oui, mais les événements se déroulent. Les événements déboulent. Oui, mais les événements déboulent tellement rapidement, là. Il faut être aux aguets pour être capable de tout de suite informer les gens avec un point de vue qui est peut-être pas nécessairement des alarmistes ou des paniqués ou de ceux qui prétendent avoir la vérité puis l'imposent à leur manière, sont aussi dangereux que les autres qui arrivent avec un agenda qui veulent absolument faire passer entre les dents du monde entier. Mais pour nous autres, entre les dents du monde entier, oui, il y a une phrase là qui est un peu boiteuse, hein? Entre les dents du monde entier. Oh, oh. Peuple à genoux. Oui. Merci. Bonsoir tout le monde. Et allez faire changer vos pneus d'été, mettez des pneus d'hiver, parce que l'hiver va arriver. On nous l'a dit tantôt, on est dans un début de petite ère glaciaire. Attendez pas au mois d'octobre, mois de novembre, quand ça va être la ruée. Le mois d'octobre arrive cette semaine. Alors, c'est le temps d'en profiter. Les garages sont ouverts, c'est disponible. Changez vos pneus d'été pour des pneus d'hiver, parce qu'après, là, s'il tombe juste une petite neige fine, là, et qui reste au sol, avec des pneus d'été, c'est un tue-monde. Et vous savez que vos assurances risquent de ne pas couvrir en disant vous étiez censé circuler dans des conditions acceptables. Il ne faut pas attendre que ça soit la date pour dire ah maintenant, tu prends un parapluie quand il pleut, pas quand tu te fais dire à partir de telle date tu ouvres ton parapluie. Merci. Merci beaucoup tous les deux. Merci à Geneviève qui va maintenant lancer le générique. Avant de dire bonsoir, ce que tu viens de dire là, c'est à petite échelle, c'est à grande échelle la même affaire. Si tu sais qu'une tempête de neige, prépare-toi. Tu n'empêcheras pas la tempête de neige. Évidemment. Mon père a été le gars qui est en train de faire le trou dans le fond du bateau qui fait couler le bateau, par exemple. Et c'est pour ça que je voulais amener ce sujet-là avec Jean. On va l'arrêter, cet agenda-là. Bye, Jean. Comme la semaine dernière, c'était l'anniversaire de Geneviève, eh bien cette semaine, il me fait plaisir de vous apprendre que c'est l'anniversaire de notre ami Jean de Flore, lundi le 28 septembre. Ce Vidéorandia a été diffusé pour la première fois le samedi 26 septembre 2020. C'est le numéro 39 pour la 39e semaine de l'année 2020. Directement de Mont-Saint-Hilaire, chez Richard Glenn, conception, animation et montage Richard Glenn, nos invités Jean de Flore de Floride et Marc Lapelle de Mont-Saint-Hilaire, sur le thème Prudence. Il y a une version en privé pour les abonnés du Club créé du mois de septembre qui sera bientôt disponible, soit environ mercredi suivant la diffusion du Vidéorandia du samedi. Ne manquez pas d'aller lire le complément surprenant de notre ami Gilles Surprenant et écouter la version MP3 audio par Jean-François Poulain, tous les deux dans le forum Orandia. À la supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald. Recherchiste, Louis Ferland. À la régie, Geneviève, mieux connue sous le nom de Spirale. Voici quelques suggestions de vidéos Orandia proposées par Jean de Flore au cours de cette émission d'ailleurs. Et merci à nos abonnés au Club créé. Ne manquez pas de lire le complément surprenant dont le lien est juste ici en bas, le premier commentaire épinglé. Un pouce par en haut, c'est toujours apprécié. Merci et bonne semaine.